Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Petit récap, on revient rapidement sur les combats du week-end dernier, donc Catrol versus Taylor et Mbili versus Efron. On va faire assez simple parce que, surtout sur le combat de Christian, parce qu'il n'y a pas un milliard de trucs à dire sur le combat en lui-même, hein, puisque le combat a duré littéralement 30 secondes. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, mais on va quand même essayer de parler de la suite pour Christian. Et pour Taylor Catrol, pareil, on va essayer de vous faire un petit récap exhaustif rapidos. Je suis comme d'habitude accompagné de mon compère de toujours, Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, c'est vrai que ça va aller très vite sur Billy Efron, mais qu'à trop Taylor, on a des choses à dire. Et même Billy Efron, on va continuer Ouais, sur la suite surtout, je pense. on va Mais essayer de ouais. plus de développer ce qui se passe pour Christian après. Donc vainqueur par KO, un petit crochet gauche au foie ni vu ni connu dans les 30 premières secondes du round 1. On s'y attendait, on va pas se mentir. Peut-être pas en 30 secondes, mais on s'attendait à une victoire assez expéditive et facile pour Christian. Euh, ça, bon, voilà, encore une fois, on l'a dit beaucoup dans la preview, donc on va peut-être pas le répéter 40 fois, mais le niveau d'opposition était pas au niveau de ce que veut Christian, de ce que mérite Christian Oui, et de ce que doit affronter Christian pour commencer à vraiment monter les marches. Parce que on le rappelle, il est classé dans les 3 premiers dans les 4 fédérations principales. oui. Il est classé quatrième sur BoxRec, qui est pas la référence absolue parce que c'est un algorithme, mais bon, c'est pour donner une idée. Il est quand même dans le top du classement. Sur le classement The Ring, pareil, je crois qu'il est troisième ou quatrième. Donc il est vraiment extrêmement bien classé partout. La suite, apparemment, ce serait Derevyachenko, du Ouais, coup, qui est donc un Ukrainien, gros adversaire. Alors, il est en 15-5 ouais. avec 10 KO, mais par contre, il a affronté notamment un Charlot. Alors, un Charlot, c'est pas une insulte, un des frères Charlot. Je sais plus si c'est Germal ou Gemel, je crois que c'est C'était Germal. Jarmal. C'était Jarmal et Germal. c'était en 2020. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Germal Charlot. Il a affronté aussi Jaime Golovkin. Munguia et Triple G. Ouais, Alors, il a perdu à chaque fois. C'est pour ça qu'il a 5 défaites. Mais les 5 défaites qu'il a, c'est contre 5 très, très, très solides oui, adversaires. bien sûr. Et il a combattu pour le titre, du coup, forcément, contre Golovkin et contre Charlot. Donc, c'est quelqu'un qui a combattu 2 fois pour un titre. Donc, déjà, c'est une vraie montée en adversité pour Christian. C'est le plus gros adversaire qu'il ait battu. Dernièrement, Derevyachenko, il a battu Von Alexander, qui est un opposant qu'ils ont en commun avec Christian. Oui. Christian l'avait battu aussi, mais c'est un adversaire extrêmement solide, malgré ce que peut laisser penser son palmarès, parce que 15-5 dit comme ça, c'est pas énorme. Oui, mais Mais il a eu comme de vous l'avez l'adversité. compris avec, Ouais. oui voilà, c'est pas la même adversité, et comme vous l'avez compris avec Usyk et avec Lomachenko, les Ukrainiens en général et les pays de l'Est de manière générale, mais surtout les Ukrainiens qui ont vraiment cette culture-là, ont des petits palmarès en boxe professionnelle parce qu'ils ont des énormes palmarès en boxe amateur et Ouais, il a... Derevyachenko ne fait pas exception à cette règle ouais. de l'unicité, on va dire, de la boxe ukrainienne. Donc il est Oui. arrivé assez tard, parce qu'il a 38 ans aujourd'hui, donc il est arrivé assez tard, donc il a que 20 combats professionnels, dont 5 défaites, mais contre des mecs très solides, et il a combattu donc 2 fois pour un titre mondial, ce qui est quand même 3 fois d'ailleurs pour un titre mondial, parce que le combat contre Daniel Jacobs était aussi un combat pour le titre mondial, Ok. parce que la ceinture était vacante, je ne savais pas. Euh, donc pareil, il a pris un down round 1 contre Jacobs, mais il a quand même été au bout. Et il est remonté deuxième moitié de combat, il avait été énorme Derevyachenko. Donc c'est un mec qui est jamais passé trop loin. Même contre Golovkin, c'était un beau combat d'ailleurs. C'est un mec qui Bah, est jamais d'ailleurs, il a passé. tenu en fait. C'est Ouais, ça ouais. la folie, c'est qu'il a tenu contre Golovkin qui est quand Pareil, même. il est down au round 1 contre Golovkin, il tient jusqu'au 12e, et en plus, il y a des scorecards qui sont quand même à 114-113. Oui. Donc ça a été un. Enfin, c'est un vrai adversaire. C'est une vraie montée en opposition pour Christian. Maintenant, la question, c'est. Enfin, en fait, j'y ai réfléchi. Parce qu'on s'était dit avec Kabir que c'était peut-être pas. Enfin, en réfléchissant à voix haute, on se disait que c'était peut-être pas suffisant, entre guillemets, par rapport où on est Christian et tout. Maintenant, Derevyachenko, c'est quand même. Je pense que c'est. Après mûre réflexion, c'est peut-être la bonne marche finalement, euh, pour voir déjà si Christian est prêt à être dans ce niveau-là. On n'en doute pas, mais à un moment donné, faut le prouver, il faut avoir quelque chose Oui. de concret à se mettre sous la dent. Et surtout, est-ce que s'il bat un mec comme Derevyachenko avec la manière, par exemple, Derevyachenko a jamais été mis KO alors qu'il a affronté Golovkin, En tout pour cas. ne citer que lui. Si
Christian bat Dereviachenko avec la manière, même s'il est en fin de carrière, ça envoie un vrai message à la division et ça va encore plus faire monter son nom. Et là, en fait, tu peux pas, en boxe, en général, si tu gagnes et que tu n'as pas de défaite, tu descends pas en compétition. En Oui. général, tu peux que monter. C'est-à-dire, tu peux pas passer d'un mec classé numéro 10 à un mec pas classé. C'est arrivé évidemment, mais c'est extrêmement rare. En général, quand tu gagnes contre un mec qui commence à être très solide, mais après, tu as un mec encore plus solide derrière. Et donc, cette marche-là est peut-être la bonne marche de transition pour Christian pour aller chercher les monstres de la KT, les Canelo, les Munguia, les Benavidez, les Plantes, etc. Quoi. Oui, c'est ça en fait et je pense que c'était un peu ce qu'on se disait. Effectivement, bah là, pour revenir très rapidement, parce que le combat était très rapide, il a atomisé, hein, son adversaire Efron, Ouais. en 30 secondes et nous, dans la preview, il fallait même pas se mouiller. On savait que ça allait, se terminer rapidement, que ça Non, allait c'est se clair. finir avant la limite. Mais là, on voit qu'il a eu très peu d'adversité, en tout cas sur ce combat et même sur les combats précédents Mm. et forcément, en tant que fan français, en tant que combattant en tant que, fan qui suivons ce combattant qui affirme et qui dit haut et fort qu'il va affronter Canelo, on se dit qu'affronter un combattant qui n'est pas classé dans ce stade-là de sa carrière, ça peut être peut-être une étape en trop ou en tout cas quelque chose enfin un combat qui va pas forcément mettre la lumière sur Mbili, mais en fait effectivement comme tu disais, faut aussi se dire que il va passer chez Top Rank en termes de promotion pour ce combat et que ça va lui donner aussi une Mm, mm. exposition pour le public américain et que forcément là cette opposition contre son adversaire en août, ça va lui permettre de monter et de pouvoir aussi prétendre à de plus gros combattants. On parlait de Benavidez, il y avait Munguia, il y avait Caleb Plant qui peuvent être des noms qui pourront, s'il Mm. arrive à les vaincre après derrière, lui permettre d'accéder au combat contre Canelo. Mais Mm. c'est vrai qu'on se dit, bon, là, il n'a pas eu de challenge. À quel moment il pourra avoir un adversaire vraiment dangereux? Bah là, Avec c'est tout le peut-être respect qu'on a maintenant. pour Efron, bien sûr, mais quand on voit sa Oui, position oui. dans les classements en général par rapport à la position de ses Mm. adversaires, en tout cas jusqu'à maintenant, on se dit qu'il a peut-être manqué d'adversité. Et là, justement, avec Dereviachenko, ça peut être l'une des premières grosses étapes à franchir. Et comme tu le disais, Dereviachenko, c'est un combattant effectivement qui n'est pas un contender pour les titres mondiaux à ce jour, mais c'est un combattant qui a de l'expérience et qui a aussi croisé les gants avec des très solides adversaires. Donc forcément, ça peut être une belle étape. Et on attend justement ce combat-là pour qu'il puisse ensuite très rapidement combattre des adversaires qui sont beaucoup plus haut classés et qui sont beaucoup plus dangereux. Donc Bah, il est à encore voir. classé, il est encore classé 6e WBC, Derevyanchenko? Dereviachenko. Ouais, Oui. donc il n'est pas classé dans les autres fédés, Oui, mais il est encore classé 6e, donc c'est quand même c'est pas mal du tout. Surtout que WBC, je pense que c'est le chemin que doit prendre Christian. Pour la simple et bonne raison qu'il est premier WBC. Donc oui. c'est son chemin. Après, il est deuxième WBA, deuxième ring, troisième WBO et effectivement troisième IBF. Donc il est deuxième au classement ring. Je me suis trompé. Il n'est pas dans les quatre premiers, il est carrément deuxième. Et WBC, il est premier. Donc c'est sa route. Battre le sixième de la WBC, ça la soit un peu plus premier WBC. C'est très bien. Parce qu'il faut qu'il choisisse une route, en fait, si vous voulez. En boxe, on doit choisir une route de fédération. Pardon. En boxe, on doit choisir une route de fédération euh, pour aller chercher la ceinture de la dite fédération. En fait, c'est très difficile de jouer sur les 4 fédérations en même temps. Oui. Christian a la chance d'être classé dans les 4, mais à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix, malheureusement. Parce qu'en général, les classements sont pas équivalents dans les 4 fédés, mais pareil, la vidéo arrive très vite. Donc, on espère que ce combat, déjà, on espère que Christian va envoyer un vrai message à la KT en dominant outrageusement Dereviachenko, honnêtement. Parce que Dereviachenko a quand même 38 ans, il est en fin de carrière, tout ça, donc on espère que Christian va, lui, qui est en plein boom à 28 ans, Oui, oui. qui est un athlète hors norme, on espère qu'il va surdominer son adversaire pour prouver qu'il est absolument prêt pour l'élite mondiale. Parce que même s'il gagne, même si c'est un combat très serré, ce sera quand même rassurant entre guillemets de se dire bon il est capable de battre une vraie opposition parce que c'est la première vraie grosse opposition élite qu'il aura dans sa carrière. Mais évidemment, un mec de 38 ans qui est en fin de carrière, qui a plus grand chose à jouer, qui a plus grand chose à jouer. S'il bat Christian, il peut Ça peut revenir. être ouais, ça peut être un beau signal pour la WBC Il aussi, hein, peut pour revenir dans la dans course. potentiellement être prétendant au titre, dans la course au titre. Mais
concrètement, tu es plutôt en fin de carrière, tu es plutôt machin et tout. Je pense que Christian va tout faire pour envoyer un message très fort à la catégorie en battant Derevyachenko de la manière la plus criante qui soit. Il va aller chercher le KO, c'est ce qu'il fait de toute façon toujours. Mhm. Et puis il va aller chercher le KO parce qu'encore une fois, s'il met KO un mec que même Gennady Golovkin n'a pas mis KO, le message est plutôt beau. Et Canelo, qui a une énorme rivalité avec Golovkin, les ramifications commencent à se faire entendre petit à petit. Oui. Donc voilà, bon, c'est tout pour Christian contre Efron. On espère que, encore une fois, on souhaite le meilleur à Christian Oui. parce que quel super mec et quel athlète, quel boxeur. Donc on lui souhaite vraiment le meilleur et on pense qu'il ira très loin et on lui envoie toute notre force. On fait des Genki Dama pour lui. Donc ensuite, on avait ce week-end. Ah oui, non, je fais une juste micro aparté sur la sous-carte, pardon, de Mbili versus Efron. On avait Makhmoudov, le Oui, le poids retour. lourd russe immigré au Canada, qui revenait. Il a gagné par KO au deuxième. Bon, moi j'ai toujours été très dubitatif quant à Makhmoudov. Voilà, je préfère le dire. J'ai toujours pensé qu'il était extrêmement surcoté, dans le sens où on le voyait comme l'ogre à venir de la catégorie. Et pour moi, il a absolument pas les qualités techniques pour inquiéter aucun boxeur du top 10 en fait. Et on Ouais. l'a vu dès qu'il a combattu Kabayel. Bon, Ah bah bah, ça a ouais. été un combat catastrophique pour lui, honnêtement. Ça Euh, s'est arrêté brutalement quatrième reprise. Donc, Quatrième KO, et en plus toutes ces failles ont été exposées par Kabayel. Mais maintenant que Kabayel a battu Sanchez par KO, on voit que Kabayel, c'est en fait c'est un vrai prétendant, ouais, c'est on en un vrai parlait prospect. du Ouais, retour furidique. On disait que ouais, Kabayel, c'est un nom à surveiller. C'est ouais, cool ouais, qu'on le vrai voit combattre prospect. Je aussi pense qu'ils vont souvent. faire un Kabayel Parker, moi. Je l'avais dit déjà, mais bon, bref. Et Marmoudov, là, il est revenu, bon, KO, gagne par KO au deuxième, et honnêtement, son adversaire était pas là pour gagner. Encore une fois, respect à tous les combattants, et je dis pas que je dirais jamais que c'est un peintre ou un plombier. Je déteste ces expressions, ça m'en Ouais, bien fout. sûr. Mais par contre, il était pas là pour gagner. Il était vraiment là pour que Marmoudov revienne dans la colonne des victoires et redevienne actif après sa défaite contre Kabayel. Reprouve qu'il était capable de gagner et donc potentiellement qu'il retourne en Arabie Saoudite reprendre des gros chèques. Tout était fait pour recommencer à construire son profil à nouveau et à le relancer comme le prétendant, comme l'ogre de la catégorie et tout, même si son aura a quand même vachement disparu depuis sa défaite contre Kabayel, je pense. Et comme d'habitude, en fait, Marmoudov les KO sont impressionnants. Ses adversaires traversent le ring à chaque fois qu'il les frappe, à chaque fois qu'il met une droite et tout. Mais techniquement, c'est extrêmement pauvre. Et autant Ouais. en MMA, on sait que les poids lourds, tu peux aller loin même en étant techniquement très pauvre. C'est la blague d'ailleurs dans le monde du MMA, hein, que la catégorie poids lourd, c'est quand même voilà. Autant en boxe, c'est pas vrai du tout. Contrairement à ce que les gens imaginent qu'il faut juste frapper fort pour être champion du monde en boxe. Bon, c'est qui les deux meilleurs boxeurs actuels? C'est Fury et Usyk, qui sont tous les deux des boxeurs ultra techniques. Donc, je pense que Marmoudov a pas ce qu'il faut, et c'est très surprenant vu le coach qu'il a, à savoir Mark Ramsey, qui est le même coach que Billy, qui est le même coach que Beterbiev, etc. Ouais. Il a pas, pour moi, j'ai vu des choses sur son jeu de jambes pendant le combat qui m'ont Ouais, il croise les jambes surpris. à un moment, Ah, c'est un ah ouais, il peu. croise les jambes. Je sais pas. Enfin, si vous faites des sports de combat, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il croise les jambes à ce niveau-là. Ça me surprend. Ouais. C'est pas aucune critique encore une fois envers le boxeur et tout. Je me permettrai pas parce que j'ai pas accompli le dixième de ce qu'il a accompli, mais je pense pas qu'il a ce qu'il faut pour aller aussi loin que ce qu'on imaginait dans cette catégorie. Euh, Bah, Sans vouloir encore une fois critiquer le boxeur, mais bon, voilà. non, le truc, c'est que je pense on a fondé beaucoup d'espoir aussi sur lui. Je pense que Turquie, justement, avait tenté de plutôt bien le placer Mm. dans les cartes saoudiennes et que, ouais, il a subi un gros revers face à Kabayel. Maintenant, je pense que c'est un combattant qui va faire du show. Je sais pas, enfin, en termes d'ambition, je sais pas s'il va tenter d'essayer de gratter une ceinture, mais comme on le disait, je fais souvent écho aux vidéos de preview parce qu'on parle aussi beaucoup des à côté et de Ouais. toutes les dynamiques qu'il y a dans les catégories. Le nouveau souffle qu'on a avec la catégorie des poids lourds actuellement fait que
Makhmoudov, ça aurait pu être un combattant qui aurait pu monter un peu plus haut il y a quelques années, mais là, ça va vraiment être difficile parce qu'autant les tauliers, comme on en parlera lors de notre carte 5v5, notre preview du 5v5, mais aussi les petits jeunes comme Kabayel qu'il a déjà affronté et contre qui il a eu d'énormes difficultés au point de finir Mhm. KO pour avoir sa seule et unique défaite sa seule et unique défaite et de surcroît par KO face à Kabayel. Ça, on a vu la marche était peut-être un peu trop haute pour lui. Après, tu le disais, hein, il est quand même bien entouré. Il a un excellent coach et il y a peut-être des ajustements techniques qu'il pourra faire, s'améliorer. Mhm. Après, voilà, c'est un combattant qui a déjà 34 ans, qui a pas forcément, on va dire, une énorme marge pour pouvoir évoluer dans les rankings et faire les combats qu'il faut pour atteindre la ceinture. Mais donc voilà quoi, c'est un retour. On va dire il a gagné avec KO, avec la manière, il a fait il a fait un gros statement, mais après est-ce que c'est suffisant pour côtoyer les gros tueurs qu'on a dans la catégorie des poids lourds actuellement? Je ne sais pas, je ne pense pas en tout cas. Ouais, non, et puis, enfin, par contre, un truc important, enfin, je disais pas ça parce qu'il a perdu, parce que Oui, oui. pareil, je déteste quand les gens se retournent contre un mec juste parce Ouais, la qu'il a culture de perdu. l'instant, ouais, Ouais, non, c'est ça faut arrêter. Déjà, faut arrêter avec cette histoire du zéro, parce que c'est les mêmes qui se plaignent que les boxeurs s'affrontent pas entre eux parce qu'ils ont peur de perdre leur zéro et qui Mm. déboîtent les boxeurs dès qu'ils perdent. Ouais, c'est Devin ça. Haney, Fury, enfin, on l'a vu, deux mecs invaincus qui ont perdu leur zéro Surcoté, récemment. Ouais, machin, non, c'est pas clean possible, faut arrêter chèvre. avec ça. Donc non, là, c'est vraiment que sa défaite était quand même à prouver ses lacunes. Et même sa victoire, moi, une victoire par KO au deuxième round, normalement, c'est quand même censé être bon, c'est quand même censé être évident. Mais Ça quand a tu prouvé aussi creuses, quelques lacunes, je trouve. Et c'est ça, en fait, quand tu voilà. creuses à la fois tu regardes l'adversité face de l'adversaire, enfin, Ouais. tu regardes le niveau de l'adversaire, en tout cas l'écart de niveau entre les deux combattants. Quand tu regardes également tous les défauts qu'il a eu lors de son combat contre Kabayel, qui reproduit dans son combat contre Rovkanin, tu te dis, Mm. bon, ok, il a gagné par KO, c'est top pour lui, mais est-ce que on voit dans cette performance un retour qui lui permettra par exemple, assumer une revanche contre Kabayel? Pour moi, non. Pour Moi, moi, je non. pense qu'il est juste fun à regarder pour les gens qui sont pas très connaisseurs en boxe et qui voient pas tous les petits détails et tout. Et du coup, c'est un grand mec qui met des grandes droites, donc c'est toujours sympa à regarder, C'est quoi. du En show, gros, mais après, ouais, voilà, c'est du show, ouais. on verra bien ce que ça va donner, en espérant le revoir sur une carte saoudienne, pourquoi pas, et puis on verra Oui, l'évolution. oui, puis de toute façon, enfin, encore une fois, on dit pas qu'on n'aime pas le voir, mais c'est vrai que bon, c'était juste pour dire qu'effectivement, j'avoue que bon, son retour était pas non plus, voilà. Mm. Donc Taylor Catroll 2, le rematch. Alors, combat plus compétitif que le Ouais. premier combat, pour le coup, à mon avis. Et surtout plus joli à voir parce que moins sale, comme me le disait Kabir en off. Effectivement, combat beaucoup moins sale que le premier, beaucoup plus technique. Un Ouais. vrai joli combat de boxe. Oui. Mais combat d'une simplicité sans nom, c'est-à-dire un gars qui met la pression et qui met le volume, et l'autre qui contre avec des énormes gauches. Alors, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais dans le principe, ça a vraiment été ça tout le long. Avec, comme souvent en boxe, vous l'avez vu avec Fury Usyk par exemple, souvent les combats de 12 rounds, il y a des tendances qui se dessinent, ce qui est peut-être moins le cas en MMA parce qu'il y a moins de rounds. Donc c'est plus difficile de faire une tendance. En général, c'est quand même assez global. En boxe, il y a vraiment des tendances distinctes qui se dessinent. Il y a par exemple première moitié et une deuxième moitié, ou un début, un premier tiers, un milieu et un dernier tiers, où il y a une domination d'un des deux qui trouve, Mm. parce que c'est une histoire de gestion d'énergie, c'est une histoire de j'ai trouvé la solution le temps que l'autre s'ajuste, etc. Oui. Et là, évidemment, ce combat n'a pas fait exception. On a eu une domination assez outrageuse de Catrol sur les premiers rounds, Ouais. honnêtement. Sur domination, et Taylor est revenu dans les derniers rounds. Oui. Peut-être un peu tard, du Oh. coup. Ouais, plutôt sur la moitié du combat, effectivement, Ouais. sur les 6 premières reprises, effectivement, nette domination de 4 rôles. Puis après, on a une baisse de régime et une grosse fragilité sur la défense, hein, du combattant britannique. Ouais. Parce que derrière, il y a, comme on le disait, hein, pour resituer, et on vous redirige vers notre preview. En gros, 4 rôles, c'est deux combattants qui sont gauchers. Et on a un combattant avec 4 rôles qui a une bonne analyse, hein, une bonne lecture de jeu et qui est capable de souvent remiser avec son bras arrière. Il a réussi à le faire lors du premier combat. Il a réussi à mettre down Taylor dès la première reprise. Et en fait, ce bras arrière, c'était un peu la grosse arme de Caterol pour ce combat, tandis que Taylor, lui, c'était un combattant qui met beaucoup de volume, beaucoup de pression. Et en fait, dès la première partie du combat, on voyait un Taylor qui vraiment donnait énormément de volume, qui a en tout cas donné limite 2 fois plus de coups que son adversaire, mais qui a quand même moins touché sur Mm. les 3-4 premières reprises. Et on À la avait un Filichel a Caterol. fait beaucoup de mal, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, il trouvait pas la solution à la Filichel, hein. Donc la Filichel, vous Exactement. savez, Une c'est cette garde, une garde garde à la Mayweather.
Ouais, c'est ça, garde à la Philly, avec souvent la tête qui était en arrière, avec beaucoup de poids sur l'arrière, remise bras arrière, donc bras gauche en pleine tête. Un joli travail au corps, ça c'est ce qu'il avait moins fait dans son premier combat Caterol. Là, il a beaucoup travaillé au corps pour bien affaiblir son adversaire. Et donc, première moitié de combat, effectivement, en la faveur de Caterol. Puis, Taylor qui continue et qui maintient le même rythme qu'au début du combat. Et avec un Caterol qui est quand même plus, qui a beaucoup moins d'énergie, on voit que très rapidement, défensivement, c'est compliqué. Il prend beaucoup de frappes sur la sixième, septième et même huitième reprise. Ouais, Et ouais, donc, ouais. Il on prend beaucoup de commence à donner des rounds combinaisons. on Ouais. commence à donner des rounds à Taylor et puis on se dit, oula, là, ça commence à se renverser. Puis après, sur la fin du combat, on est quand même sur des belles phases où Catrol arrive quand même à marquer ses points. Mais ouais, c'était un joli combat parce que justement, il n'a pas été, comme tu l'as dit, unilatéral. Alors que même dans nos prédictions, on se disait que Catrol allait gagner par décision. Moi, j'avais dit partagé, toi unanime. En gros, on se disait qu'il allait gagner, mais que la domination allait être nette. On va parler rapidement du scoring juste après, mais en gros, la domination n'était pas si nette que ça, en tout cas. En tout cas, Non, non, Taylor a en fait, proposé. il y a vraiment eu deux moitiés. Ouais, Et effectivement, Catrol gagne le dernier round où, en fait, il se sauve avec le 11e et le 12e, par c'est exemple. ça. Mais ça a vraiment été un combat compétitif. Ouais, au dixième, il me semble, hein, on était tous les deux pas loin du draw. C'est-à-dire qu'au dixième round, Je crois que dixième, on était à les égalité, jeux, ouais. ouais, les dés n'étaient pas encore totalement lancés et les jeux Ouais. n'étaient pas totalement faits. On se disait le 11 et 12, ça va vraiment être déterminant pour la suite, sachant que je pense que c'est une bonne transition que le scoring est un peu mystique, on va dire, Ouais, il est catastrophique. Le scoring est ouais, catastrophique. voilà. Ce combat est maudit. Alors, c'est le bon gars qui a gagné, mais les cartes sont beaucoup trop larges. Le 117-111, là, T'as deux juges, hein. T'as c'est deux juges qui ont pour donné deux 110. juges. Et en plus, même Eddie Hearn, qui est le promoteur donc, de Catrol, donc Catrol, c'est son poulain. Catrol a gagné. Les cartes sont très largement en faveur de Catrol. Eddie Hearn prend le micro, monte sur le ring et dit les cartes sont scandaleuses. Il dit au moins c'est le bon gars qui a gagné, certes, mais les cartes sont scandaleuses. Alors qu'il a aucune raison de dire ça, Eddie Hearn, Ouais, puisque c'est son ça poulain qui a l'arrange pas. gagné. Et Bob derrière, t'as Bob Arum, Arum qui arrive. du haut de ses 472 ans, qui monte sur le ring, qui hurle, qui hurle comme un mec de 472 ans peut hurler, mais qui dit qu'il fera jamais venir d'Américains à Leeds et voir plus jamais en Angleterre parce que Ouais. c'est un scandale qui s'est passé pour lui, que c'est Taylor qui aurait dû gagner et que même si Taylor a pas gagné, les cartes sont scandaleuses dans tous les cas. Enfin, ça a été tout un. Il y avait une ambiance de fou hein, dans l'arène Ouais. Leeds, c'était incroyable évidemment. Mais par contre, ouais, il y a eu tout un truc autour des cartes, alors que le bon gars a gagné. Donc en fait, il y a pas scandale cette fois-ci. Le premier combat, il y avait scandale sur la décision parce que le mauvais gars avait gagné. Là, il y a pas de scandale à proprement parler. Le bon gars a gagné, sauf que les cartes sont tellement catastrophiques. Et des fois, enfin, je sais pas, faudra inviter des juges, faudra en parler un jour parce que je comprends pas comment on peut être aussi nombreux à pas avoir le même combat que les juges des fois. Alors évidemment, Ouais. bah, ça crée la corruption de suite et tout parce que ça paraît tellement difficile à comprendre qu'à part dire bah ils sont corrompus, on n'a pas trop d'autres solutions. Mais ça a été un très gros combat. On était content de voir ce combat. Ça a été une belle carte aussi, hein, Oui, notamment Paddy globalement, avec Donovan. de très beaux combattants. Et Ouais, j'avais pas beaucoup d'attentes. Honnêtement, j'avais pas beaucoup d'attentes parce qu'il y avait beaucoup de combats entre Britanniques et ouais, avec ouais, bien sûr d'excellents combattants britanniques, mais qu'en gros, il n'y avait pas d'opposition internationale. Très peu de combats qui avaient des enjeux, on va dire, en termes de ouais. ceinture. Il me semble qu'il y avait la cruiser vacante anglaise qui avait Oui, été jouée, tout britannique, à fait. pardon. Bah, c'était Elise Zoro contre Ouais, Clark. ouais. Mais Elise Zoro, après, le pauvre, qui deux défaites par KO d'affilée alors qu'il était invaincu il y a encore 4 mois ou 5 ouais, mois. c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est Mais dur le ouais, pauvre. Ouais. sinon d'excellents combats et même comme tu disais l'ambiance dingue. Tu te dis t'es à Leeds, on se dit là, justement on s'en parlait en privé avec Dylan, on se disait mais attends Wembley ça va être comment si Leeds c'est la folie comme ça déjà. Ah ouais, Mais Wembley, ouais, pour avoir vu Fury White, je pense que même au foot, vous voyez pas des ambiances comme ça. hmm, C'est un truc de fou. C'était un truc de malade. Et puis alors, c'était en plus, bon, ça dépend du combat que tu vas voir du coup, mais la communauté de Tyson Fury, en plus, c'est que des gypsies. Ils étaient tous sur leur 31, les nanas avec des robes à paillettes, maquillées comme Jaja. Vraiment, c'était la soirée du siècle. Les mecs tous habillés comme les Peaky Blinders, et c'est pas une vanne. incroyable. C'était et donc tout le monde qui chantait pour Fury et tout. Moi, quand la musique part, quand il y a Sweet Caroline qui part, parce que pour ceux qui l'ignorent, qui sont nouveaux dans le monde de la boxe, Sweet Caroline en Angleterre, c'est l'hymne de la boxe en fait. Sweet Caroline de Neil Diamond, donc c'est l'hymne de la boxe en Angleterre. Et donc ça, quand vous êtes dans une salle de boxe et que vous attendez le main event, parce que là ça vous l'avez peut-être constaté, c'est un peu long des fois entre les combats.
quand vous entendez Sweet Caroline, vous savez que le combat arrive en fait. C'est-à-dire c'est la dernière chanson qui passe avant le combat normalement. Tout le monde chante, tout le monde, les pop pop pop, so good, tout le monde chante. C'est un truc de fou. Alors on a Gala, Freed from Desire aussi, qui est un des hymnes, mais c'est l'hymne de tous les sports, j'ai l'impression. Ouais. Mais Sweet Caroline, vraiment, c'est le grand moment. Et donc 95 000 personnes à Wembley qui reprennent Sweet Caroline, c'était quand même quelque chose. Et c'est les soirées box en Angleterre, franchement, même vous allez juste au York Hall le vendredi, petite salle, il y a 500 pélos à chaque fois. J'en ai fait quelques-unes, Ouais, bonne ambiance. c'est beau la boxe en Angleterre, Ouais, et c'est ouais, beau. au-delà du show, ouais, effectivement, il y avait des oppositions, des très belles oppositions, de très très beaux combats. Il y a des Ouais. noms que moi je connaissais pas Bah, forcément. Paddy Donovan à surveiller, hein, parce que là, ça commence à faire quelques combats intéressants qu'il nous Ouais, fait. Il est pas mal prometteur. Il est suivi par beaucoup et il est entraîné par Andy Lee notamment. Alors, c'est oui, pas son main coach, mais c'est un de ses coachs. Donc, ça commence à être Andy Lee, c'est très sérieux. Hein, c'est l'entraîneur, notamment un des co-entraîneurs de Tyson Fury, l'entraîneur principal de Joseph Parker. C'est un ancien champion du monde de WBO. C'est un ancien de chez Kronk, commence à être un gros nom. Andy Lee quand même, pour moi c'est un des meilleurs entraîneurs de la planète, et en plus il est sponsorisé par des grosses marques de boxe, pareil en général, Pafen Sport par exemple, et quand ils font ça en général c'est qu'ils croient à l'avenir d'un combattant, ils ont des experts qui regardent le potentiel. Donc je pense que Paddy Donovan à surveiller, ouais. à mettre dans la petite liste des gars à surveiller qui vont peut-être faire une belle carrière. Ouais, franchement, il a super combat. Et il y avait aussi George Dillard qui est plus jeune, qui avait fait une belle Ouais, performance KO au premier round. J'avais kiffé aussi. ouais, pareil, Mais ouais. lui, enfin, on est plutôt au stade prospect. Il y a encore de la Oui, oui, marque. bah, Mais, il est au tout début de sa carrière, ouais, mais un mais, très, très beau après, fight. c'est toujours pareil. Ouais. Ça dépend de ton promoteur beaucoup en boxe. C'est un peu différent du MMA. Alors, ça dépend aussi de ton promoteur et ton agent en MMA, mais en boxe, c'est vraiment très dépendant de ton promoteur. S'il voit du potentiel en toi et que tu signes du coup chez un énorme promoteur, t'es vite propulsé sur la scène. Enfin, je pense à Moses Thomas par exemple, qui était sur la carte principale de Fury Usyk, donc sur Mm. la carte principale du combat du siècle, hein, clairement. Alors qu'il a que 9 combats. Donc, mais voilà, c'est un prospect de ouf. Il est signé chez Frank Warren. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu en boxe, et effectivement, il y a des prospects qui sortent, qui éclosent. C'est une belle génération pour la boxe là. Honnêtement, Oui, oui, il y a un franchement, regain d'amour pour la boxe. c'est cool. Ça fait que c'est une belle génération pour la boxe, chez les jeunes, chez les moins jeunes. Enfin, c'est cool. C'est pas mal ce qui se passe en ce moment quand même, hein. Mm. Enfin Des belles voilà. perspectives, ouais. Moi, je pense que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire. De mon côté, on est Toi. tout bon aussi, hein. Franchement, c'était une belle soirée et c'est cool qu'on ait pu Ouais. couvrir du coup deux événements puisque voilà, effectivement, c'était Oui, c'était deux événements difficile dans de faire des deux vidéos pôles combat. séparées pour ça. Ouais, c'est ça. On s'est dit que Ouais. c'était mieux, mais là, effectivement, cette semaine, par contre, on a du lourd et c'est littéral. Hein. Quand je dis du lourd, on aura des gros bébés Là, là, sur ah le ouais. ring. Donc, Ah, puis là, c'est la carte, je l'ai sous les yeux là. Même chez les ça légers, régale. quoi. Enfin, même dans les catégories légères, Ball contre Ford, mais le Ouais, combat non, de ça va être. fou furieux. Shiraz contre Williams, pareil. C'est quoi ce truc? Elle est incroyable cette carte. Honnêtement, on va vous faire une belle preview. Elle sera peut-être un peu plus longue qu'une preview simple, Ouais. voilà. Parce que là, on va faire la preview de toute la carte. On essaiera de faire quand même assez concis, et assez efficace et exhaustif. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire parce que vous l'avez compris, ce week-end, le 1er juin, c'est le 5 versus 5, Queensberry versus Matchroom, pardon. Je vous expliquerai aussi rapidement l'importance historique de cette carte, parce que c'est pas juste des très beaux combats, c'est pas juste une soirée de boxe bonbon pour les amateurs de boxe. C'est aussi extrêmement important politiquement en termes de boxe, ce que ça implique. Frank Warren, Eddie Hearn, j'essaierai de tout vous expliquer. Honnêtement, c'est historique ce qui se passe et c'est inespéré. Il y a 6 mois, personne n'y aurait cru, je vous le dis, à ce qui se passe là. Donc, on vous en reparle là, très bientôt, d'ici 2-3 jours, quoi. On Ouais. vous reparle de cette carte, on vous explique tout en détail. Merci évidemment de nous suivre, merci de suivre l'aventure boxe anglaise sur Fight Minds. Merci, j'ai essayé de répondre aux commentaires avant-hier. Merci à votre bienveillance, que de commentaires incroyables, mon Dieu. Les commentaires sous l'analyse XXL Fury versus Usyk sont incroyables. Ouais. Vraiment, j'étais trop touché. Donc merci à tous, et puis on va continuer à faire de notre mieux pour vous faire aimer la boxe anglaise sur Fight Minds, ou continuer à vous la faire aimer. Ciao tout le monde. Ciao.